Non. On va passer On va passer. Alors, voilà, je voulais vous parler d'un sujet qui fait vraiment partie des demandes actuelles de la société, puisque le transsexualisme est devenu, entre guillemets, une banalité importante. Je m'occupe de cette chirurgie depuis longtemps, et j'ai des patients qui sont des PDG du CAC 40, qui sont des transsexuels. On a de tout, on a du postier à l'architecte. C'est devenu, et donc, à tel point que même maintenant, comme vous voyez, la presse, on a parlé dans ce cas particulier qui était un petit peu mode, mais cette chirurgie existe depuis très très longtemps, et en particulier, nous, on l'avait créée à l'hôpital Foch il y a très très longtemps, puisqu'on faisait partie de l'équipe qui travaillait avec l'hôpital Saint-Louis sur le transsexualisme. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'études récentes sur l'incidence. Je l'ai recherché parce qu'il y a une étude américaine qui est de 1994, on a recherché par Internet, on ne retrouve pas, mais c'est beaucoup plus important que ça. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de marqueurs médicaux qui vont pouvoir dire qu'on est transsexuel. C'est une maladie mentale, dans laquelle l'identité de genre est à l'inverse de la réalité corporelle. C'est une maladie mentale. C'est-à-dire que le diagnostic ne peut pas être un diagnostic médical, mais c'est un diagnostic collégial. Il y a un diagnostic collégial pour lequel le psychiatre a une place très importante. Et en particulier, dans les structures dans lesquelles je travaillais, où il y avait un psychiatre, un endocrinologue, un chirurgien, il y avait aussi un gynécologue et un neurologue, ce n'est qu'après une observation prolongée de plus de 2 ans qu'était autorisé le passage thérapeutique vers la transformation, qui comprend le traitement hormonal, car bien évidemment le traitement hormonal va modifier nos comportements, et la France est beaucoup plus rigide. Par exemple, en Belgique, on peut donner un traitement hormonal chez des patients de 15-16 ans, qui incontestablement pourraient modifier leur comportement, mais bien évidemment, alors qu'en France, on ne peut pas donner le traitement hormonal qui est le début avant les 2 ou 3 ans d'observation psychiatrique. Car il existe de nombreux diagnostics différentiels qui sont très intéressants et qui aboutissent à des catastrophes avec des suicides quand on ne les élimine pas au départ. Une fois que le diagnostic est fait, théoriquement, l'hormonothérapie est mise en place. Les interventions gynécales sont programmées, car les interventions gynécales sont indispensables au changement d'identité. Car, bien évidemment, ces patientes vont changer leur carte d'identité, leur carte de sécurité sociale. Donc, l'intervention gynécale est indispensable pour obtenir le changement d'identité. Théoriquement, l'indication de la stimulation faciale se fait théoriquement, ce n'est pas toujours le cas, après la phase presque officielle complètement en route, et avec l'assurance qu'il y aura un changement d'identité sociale. Le gros intérêt, ce n'est pas d'en faire des travestis, mais c'est surtout d'être admis, de pouvoir aller acheter du pain sans que je l'appelle monsieur, ou sans qu'on s'amuse. C'est ça le gros intérêt. Donc en gros l'intérêt est d'en faire des femmes banales, et pour en faire des femmes banales, ce n'est pas une chirurgie, c'est une chirurgie plus compliquée qu'il n'y en a l'air, car pour en faire une femme banale, on s'est aperçu qu'il fallait agir pour commencer sur le squelette. D'emblée, on voit que cette modification du squelette facial est aussi présente chez le singe, où on voit que la femelle a un squelette différent du mâle. Et on le retrouve là aussi chez tous les chimpanzés. Et on voit surtout chez l'homme, quand on voit un squelette
masculin ou féminin, il n'y a pas de doute. Hein. Même s'il n'y avait pas la coiffure, c'était un ce visage-là avec des cheveux longs, c'est un visage d'homme. Ces visages-là avec des cheveux courts, c'est un visage de femme. Pourquoi? Parce qu'il existe des caractères faciaux qui sont tout à fait clairs, squelettiques, qui sont une modification du crâne au niveau des bosses supraorbitaires, qui sont plus proéminentes, des sinus frontaux qui sont plus développés, avec une glabelle qui est plus large, et surtout il existe des orbites qui sont plus larges et plus carrées. L'angle nasolabial est plus fermé, et les os propres sont plus larges. Chez la femme, au contraire, on a un front qui est plus vertical, plus haut, avec des sinus moins développés, une glabelle plus étroite et des orbites plus rondes. L'angle nasolabial est plus ouvert, l'angle nasofrontal, pardon, l'angle nasolabial est également plus ouvert. Les os propres du nez sont moins larges. Au niveau du tiers inférieur, le zygoma, qui est en arrière du malaire, est large et plat chez l'homme. La mandibule, puisque la mandibule est plus carrée, avec des angles qui descendent plus bas, il y a un menton plus carré, et les dents, il y a peu de sourire gingival, c'est-à-dire de dents visibles au sourire chez l'homme, alors que c'est un caractère de féminité chez la femme. C'est pour ça que le sourire gingival chez la femme est important, et c'est pour ça que parfois on sera amené à faire une chirurgie complète du maxillaire supérieur pour essayer d'obtenir ce sourire gingival. Bon, au niveau de la mandibule, le menton est plus fin, les angles mandibulaires sont plus petits et les ligomas plus fins et extérieurs. Au niveau des phanères, au niveau de la peau, ça c'est plus classique, mais bien sûr les massétaires sont plus importants et on peut y associer des réductions des muscles massétaires par de la toxine botulique, la peau plus épaisse, bon, il y a le cartilage thyroïde, bien sûr c'est les pommes d'Adam, et puis les sourcils qui sont plus horizontaux chez l'homme. Chez la femme, on a une peau plus fine, bon, ça c'est une piloté moins importante, vous le verrez, des sourcils qui sont plus incurvés, avec une forme un petit peu différente. Donc, dans tous les cas, avant de proposer une féminisation faciale, ces patients doivent avoir au plan radiologique un bilan radiologique complet, avec bien sûr des profils, un scanner avec une reconstruction 3D, et ainsi un projet pré-thérapeutique qui comprend des simulations 3D. Schématiquement, qu'est-ce qui sera proposé comme traitement? Soit une modification ici du menton, avec on pourra le coupler et l'avancer ou le réduire. C'est le plus souvent des ostomies d'avancement pour affiner le menton, en sachant qu'il ne faut pas l'avancer trop pour qu'il ne soit pas trop masculin. L'avancer pour l'affiner, mais pas pour le masculiniser. C'est ici, au niveau de la mâchoire, vous voyez la mandibule, on fait une résection de l'angle de la mâchoire pour avoir un angle qui est plus féminin. Et ici, le maxillaire supérieur, on peut faire parfois une ostéotomie du maxillaire supérieur pour allonger la femme, allonger le squelette et ainsi avoir des dents plus visibles au sourire. Uniquement pour les dents au sourire, on va pouvoir faire une vraie ostéotomie de l'ensemble du maxillaire supérieur, ce qu'on appelle une ostéotomie de l'euphorin. Donc, c'est n'importe comme ça. Le bilan préparatoire aura l'ensemble de ce bilan, la téléradiographie de profil, avec la mesure des différents angles, le scanner, avec la mesure du cadre orbitaire, et vous verrez surtout l'importance de l'épaisseur de la paroi du sinus frontal, de cette paroi ici, qui lorsqu'elle est trop fine, pose des problèmes. Vous voyez ici l'angle de la mâchoire qui va être resséqué comme ça, oblique. Le cadre orbitaire, la projection ici du cadre orbitaire qui va être ovalisé. Bon, ici les bosses frontales, vous allez voir, qui vont être réduites, avec une réduction des sinus frontaux. La difficulté, vous voyez, dans ces bosses frontales avec la réduction des sinus frontaux, c'est que quand l'os est très fin, on ne peut pas le réduire de façon importante, et on est dans ce cas obligé de faire une ostéotomie et un déplacement. Alors que quand l'os est relativement épais, on peut faire une ostectomie partielle à la fraise modelant pour arrondir le front. Vous voyez,
quand on a ici des sinus frontaux avec une paroi qui est assez fine comme ça, on se rend bien compte qu'on ne pourra pas ovaliser le front sans faire une ostéotomie, couper et déplacer et reculer. Donc c'est une chirurgie qui est acceptée. Alors, la craniopathie fronto-orbitaire est l'élément essentiel de la féminisation. Il peut donc, le plus souvent, il s'agit d'une ostectomie modelante à la fraise, des bosses frontales, des tartacks sourcilières, du rebord supéro-externe de l'orbite, de la partie supérieure des os propres du nez afin d'ouvrir l'angle frontonasal. C'est le plus simple. Donc voilà, c'est tout cet ensemble-là qui est fraisé et remodelé pour, de profil, avoir une convexité et non pas un front vertical. Voilà, on fait donc ici où vous avez l'arrière, là c'est l'avant, le scalp a été, par ce qu'on appelle une incision coronale, qui va d'une oreille à l'autre, a été ramenée vers l'avant, puis une dissection qui est sous périostée, et ici il s'agit des bosses frontales ici, qui vont être réduites pour être ovalisées. On descend ici, vous voyez ici, on voit presque en transparence la muqueuse du sinus frontal, mais il n'y a pas eu d'effraction, et on descend vers l'angle frontonasal afin de l'ouvrir, et ici, après avoir fait une neurolyse du nerf suborbitaire qui a été libérée, on ovalise le cadre orbitaire. Oui, ici, on a le cadre orbitaire, ici le nerf suborbitaire donc, a été libéré, il est protégé, et la fraise va ovaliser ici l'ensemble du cadre orbitaire, parce que dans différentes techniques, on imagine que la simple réduction des bosses frontales est suffisante. Non, elle n'est pas suffisante, c'est vraiment les bosses frontales, le cadre orbitaire, l'angle frontonasal et même les crêtes temporales. Parfois, quand on a des patients comme ceci, on se rend très bien compte qu'une simple ostectomie modelante à la fraise sera un échec. Il est impossible, dans cette féminisation, d'avoir un ovale comme celui-ci. On est obligé dans ce cas de faire une ostéotomie fronto-orbitaire avec des greffes osseuses. Vous voyez, ici c'est le dessin de l'os qui va être coupé. Ici c'est le nez. On a ici le front. En bas on a le nez. Le scalp a été abaissé vers le bas. Ici c'est le visage et le nez. Et donc cet ensemble ici, on fait donc une. Je vous le remonte. Là on est en arrière, avec la préparation des greffes osseuses qui sont prises au niveau de la région pariétale. Ici en avant c'est le nez. Ici c'est le front qui a été réduit. On a fait une ostéotomie, on a coupé l'os. Ici on a le nez et ici on a l'arrière. Et on refait une reconstruction de l'ensemble de la partie avec des greffes osseuses comme ça pour avoir, vous voyez, l'ovale, le nez, la région frontonasale qui est reconstruite avec les greffes qui ont été prélevées en arrière au niveau de la région pariétale, qui permet d'obtenir cette forme ici avec un front qui a une forme qui est plus féminine. Alors, cette féminisation fronto-orbitaire peut être nécessiter une ostéotomie comme dans le cas précédent, mais dans ce cas, qui est un de mes patients, j'avais imaginé, dans ce cas, une simple ostéotomie modelante simple était suffisante. Je lui ai fait une chirurgie simple. Or, on voit très bien que même si ces sinus sont moins développés que chez le patient précédent, un simple fraisage ne permet pas d'avoir un angle frontonasal satisfaisant. Donc cette première chirurgie, on va dire simple, a été un échec. Et j'ai dû, secondairement, voilà le remodelage fronto-orbitaire, il se trouve mieux, mais l'angle frontonasal n'est pas bien recréé, parce que je ne pouvais pas, j'avais une effraction de la paroi des sinus frontaux, et j'ai dû secondairement le reprendre et faire une vraie ostéotomie pour pouvoir obtenir quelque chose de plus doux et de plus rond. Il a eu une ostéotomie fronto-orbitaire complémentaire. Donc, il faut, dans ce cas, commencer à l'époque un remodelage, il faut pouvoir avoir toutes les techniques de chirurgie crânio-faciale
possible. Bon, les gestes associés, bon, c'est plus classique, ça c'est moins important. Hein, ce sont les canthopexie externes pour faire des yeux plus en amande, la rhinoplastie bien sûr, pour qu'ils soient plus féminins, modifier un petit peu les volumes des pommettes, hein, soit par une ascension chirurgicale par un lifting malaire, soit par la gestion de graisse, donc ça c'est plus classique. C'est comment augmenter les lèvres, c'est aussi beaucoup comment réaliser des ascensions, des réductions de la lèvre supérieure, qui est un peu longue, soit de la porte à dents. Donc tout ça, c'est plutôt classique. Autre élément important, c'est l'abaissement du scalp. Puisqu'on voit très bien qu'un autre élément de masculinisation, c'est ce front très haut. Et donc, il est très important pour ces patients de réduire la hauteur du front. Donc, on va, dans le même temps opératoire que l'on réalise ces étages frontaux plutôt nasales, réaliser un abaissement de la ligne d'implantation des cheveux pour avoir un front plus court. Voilà ce qui est prévu. Vous voyez, on a prévu de faire une résection de cet ensemble de peau pour faire descendre le scalp. Pour ce faire, donc, on fait un décollement de l'ensemble du scalp en arrière. On fait des incisions de ganilotomie. Je vois que ça marche pas. On fait ce qu'on appelle l'incision de ganilotomie, c'est-à-dire que la galéa est sensible, c'est l'arrière du scalp. On fait des incisions horizontales qui vont nous permettre d'expandre le cuir chevelu et de le faire descendre sur le front et de réduire le front. Donc, voici donc ce qui est prévu. Voici donc la peau frontale qui est resséquée et donc les cheveux qui vont redescendre plus bas. Alors ici, ça a été modifié un petit peu, parce que comme il y avait des golfs temporaux, on a fait en plus un système de lambeaux pour que ça descende plus au niveau des golfs, au niveau de la région frontale, pour avoir une courbe ronde et non pas cette courbe masculine très caractéristique. Voilà. Et donc, voilà à la fin ce que l'on peut obtenir en réalisant dans le même temps opératoire un abaissement du scalp. Alors, il y a quelques exemples rapides pour montrer ce type de chirurgie. Avec, dans ces cas-là, ici, ce ne sont que des chirurgies squelettiques. Aucun geste sur les parties molles. Mais il y a eu le front et un allongement par une plastie faciale, par un leforin d'allongement. Vous voyez, ce qui fait que dans ce cas, on a également un allongement de l'ensemble du visage par la réalisation de ce leforin d'allongement. Voilà. Qui nous donne un aspect de femme, on va dire, banal, entre guillemets. Un autre exemple, également, je peux dire avec la région fronto-orbitaire, vous voyez ici cette concavité supra-orbitaire et cette convexité due à la modification du front, associée ici à une génioplastie et un relâche des pommettes par une ascension jugomalaire. Qui a cette ascension jugomalaire a permis un remontage des pommettes en même temps et une génioplastie qui explique comment la définition de l'angle cervico-mentonnier associé à l'ascension jugomalaire. Voilà. Qui permet d'avoir un visage plus long et plus doux. Là encore, patient banal, dire pas le travesti, mais une féminisation banale, un visage qui est plus doux simplement. On évolue vers une douceur pour obtenir un visage socialement plus féminin. Là encore, étage fronto-orbitaire, le forain d'allongement, angle mandibulaire, génioplastie. Voilà. Et on voit donc là différents fronto-orbitaires, le forain, génioplastie et angle de la mandibule. Voilà, des cas tout à fait caractéristiques. Bon, là encore, simplement menton et nez, génioplastie. Là encore, simplement, on peut mixer rhinoplastie, mais volumétrie mésofaciale.
qui permet d'avoir une féminisation tout à fait banale. Il faut obtenir, entre guillemets, un visage banal. Hein. Là encore, comment contour orbitaire, vous voyez, la verticalité du front et la convexité du front après la chirurgie, hein, qui permet d'avoir un visage plus doux. Là encore, oui, le patient tient l'ensemble, une fois si possible. Hein. Donc le projet, c'est, elle a un très grand front, donc c'est un geste fronto-orbitaire, un abaissement du scalp, hein, une rhinoplastie, un lip lift, une cortopexie externe et une volumétrie jugomalaire. C'est un seul temps opératoire, ça c'est le préopératoire. Et là, voilà, ensuite, avec un visage plus doux, et tout à l'heure a été raccourci. L'ensemble a été modifié. Elle ressemble, entre guillemets, à une jeune fille plus banale. Bon, voilà, pour ça, c'est une patiente qui nous avait envoyé ça, et voilà pour terminer. Donc, en conclusion, ce que je voulais dire sur ça, c'est que c'est une technique à la fois de chirurgie crânio-faciale, de chirurgie faciale, de chirurgie esthétique, et c'est surtout, je pense, fondamental pour une meilleure intégration sociale qui est nécessaire actuellement, dans la mesure où la plupart de ces patients-là ne sont pas des patients de bois de Boulogne, ce sont des patients qui travaillent, hein, qui ont des métiers et qui travaillent. Certaines ont été déplacées, donc maintenant il y a une postière qui a été déplacée de cette postière pour être mise dans un autre arrondissement de Paris pour avoir les mêmes collègues. Donc c'est devenu maintenant une vraie chirurgie plastique et une nécessité sociale importante. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ce nouveau sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'impression, c'est assez fascinant. Vraiment, on n'est pas habitué encore à voir ça. Effectivement, vous avez l'air de dire que ça veut dire une chirurgie séquente. Là, je fais une étude, enfin, je reprends avec un interne pour une revue américaine qui s'appelle le PRS, une revue de 397 patients pour lesquels j'ai fait des évaluations. Là, on voit des vraies mutations de chirurgie. À voir ce nombre en France, oui. Oui. Des questions? Oui, moi j'avais une question. Qu'est-ce qu'il en est de la chronologie du processus de transformation de sexe? Est-ce que vous devez attendre que... Alors, moi, la plupart de mes patients, même si c'est pas logique, d'abord, elles ont souvent un rendez-vous pour une transformation, pour une vaginoplastie, au moment où elles me voir, certains en France, beaucoup à l'étranger, les trois quarts à l'étranger. Les trois quarts à l'étranger, en Thaïlande, aux États-Unis et en Belgique. Et quelques-uns à Lyon et quelques-uns à Saint-Louis. Mais les trois quarts se font opérer à l'étranger. Certaines ont réussi, une patiente qui s'est fait opérer aux États-Unis sa vaginoplastie, et je ne sais pas par quel biais, a réussi à faire prendre par son assurance, qui était une assurance privée française. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la vaginoplastie, qui comprend la castration, ne peut être faite théoriquement que dans un secteur hospitalier, car il n'y a pas d'intérêt financier dans la vaginoplastie. Alors quand elles vont en Thaïlande, elles payent bien sûr, mais en France, il n'y a pas d'intérêt financier. C'est pour ça que c'est fait dans des CHU. Cette chirurgie faciale, c'est une chirurgie que la première, je l'ai faite à l'hôpital. Maintenant, je rencontre très bien en vie, c'est une chirurgie que je fais dans le cadre de la chirurgie esthétique. C'est pas une chirurgie indispensable. Donc, ouais. Et donc, vous ne opérez que des patients qui ont déjà eu la vaginoplastie, généralement? Non, vous pouvez aussi faire... Non, j'opère des patients qui n'ont pas eu de vaginoplastie, qui ont souvent des projets de vaginoplastie dans 1 an ou dans 2 ans, qui font des rendez-vous dans 1 an ou 2. Alors, pourquoi cette chirurgie est faite surtout à l'étranger, pour l'instant, la vaginoplastie?
il y avait comment une grande école de l'homéopathie et qui était notre maître Banzé à Saint-Louis, qui avait. Et puis, il était pratiquement seul. Donc, à l'époque de Banzé, ceux qui n'avaient pas, qui ne pouvaient pas attendre 2 ans pour se faire opérer, et faire opérer en Belgique, beaucoup en Belgique et beaucoup aux États-Unis ou en Angleterre. Et puis est apparue la Thaïlande où ils en font beaucoup. Donc ils ont une vraie expertise, autant comment pour le système facial, c'est très moyen, autant ils ont une vraie expertise pour les vaginoplasties. Et il y a moins d'attente. Je veux dire, quelqu'un qui veut en France être dans le circuit officiel, à partir du moment où il s'inscrit, il y aura sa vaginoplastie en 3 ans. Question. Patrick, c'est magnifique. La transformation, il y a une différence entre la transformation de homme à femme, de femme à homme. De homme à femme, elles sont plus fréquentes, j'ai l'impression. De homme à femme, la féminisation. Alors, dans les patients qu'on avait à l'hôpital Foch, il y avait 30% de femmes vers hommes et 70% de hommes vers femmes. Donc les femmes, c'est plus important. Et j'ai remarqué que la transformation vers homme, c'est une demande assez agressive. J'ai eu le cas agressif dans la mesure où, à un moment donné, j'ai 2 cas coup pour coup, pourtant je ne fais pas cette chirurgie, j'ai fait patienter, et bien le soir même, tentative d'autolyse. Oui, mais alors attends, tentative d'autolyse le soir même. J'ai refusé. Non, ça veut dire que ce n'est pas un vrai transsexuel. C'était soit un psychotique, c'est pour ça que le problème de bilan psychiatrique est important. Donc, on a j'ai eu une patiente qui s'est fait faire une vaginoplastie en Angleterre. Puis après, j'ai suivi à l'hôpital Foch, qui est venu nous voir pour les mastiques faciales, j'ai fait une mastique faciale. Et puis le psychiatre qui s'appelle Bernard Cordier, qui connaît très très bien, qui était responsable à Foch des transsexuels, il disait cette femme, comment, n'est pas un transsexuel, c'est une psychotique. Alors, elle était déjà faite opérer en Angleterre déjà. Donc elle avait déjà eu, elle n'avait plus de sexe, déjà, mais moi j'ai été du village et elle était revenue me voir pour les seins. J'ai dit qu'est-ce que tu en penses? Il me dit écoute, ne l'opère pas. Bon, tu as déjà fait le visage, bon, la main se fait, mais arrête-toi parce que je pense que ça va mal se terminer. Alors j'ai refusé de lui faire les seins. 6 mois après, elle s'est suicidée. J'avais une question qui allait dans ce sens-là. Quel est le suivi psychiatrique que tu fais à ces patients? Bon, moi je fais zéro. Non, pardon, mais... Non, je te dis, moi je fais zéro. Toi personnellement, non, mais... Non, je te dis. Moi je suis, entre guillemets, l'artisan d'équipes psychiatriques sérieuses, qui sont Sainte-Anne, qui sont à l'hôpital Foch avec Bernard Cordier, qui sont... et quand eux disent... c'est raisonnable, et je leur demande qu'ils aient au moins un traitement hormonal qui a été commencé. Donc, s'ils ont eu un bilan psychiatrique, que le traitement hormonal est commencé, et je commence la stimulation faciale après au moins 1 an de traitement hormonal, parce que les scanners changent. Donc, j'ai au moins 2-3 ans. Voilà. Si c'est pas qu'ils sont sur le rail, mais bon, après, il y en a qui échappent à ce circuit parce que c'est un circuit lent et lourd. Et on a l'exemple de l'obésité montre aussi qu'il y a un circuit assez lent et lourd, et on conçoit qu'il faudrait la même chose pour ce type de patient. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à la fin de tout ça, ils ont une nouvelle carte d'identité, une nouvelle carte de sécurité sociale. C'est pas de 1 à 2. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et alors, je n'aime pas du tout savoir qui prend la décision de faire le changement de carte d'identité. C'est un juge avec... mais bon, ça passe par... Il y a de l'ordre, à partir du moment où il y a tout un faisceau d'arguments qui sont
sont le fait d'être dans des équipes qui font que le juge change, leur fait changer d'identité. Est-ce que vous avez une question à un neurologue lyonnais, Xavier? Non, mais effectivement, à Lyon, il y a un centre important, donc à Lyon Sud, qui est dirigé par Morel-Journel, docteur Morel-Journel, qui fait de la chirurgie de reconstruction urinaire, donc toutes les fistules, tous les sténoses de l'urètre, etc. Et également qui fait de la chirurgie de transsexuel, qui est une chirurgie il fait des vaginoplasties. Alors je pense qu'il les fait avec les gynécologues, je pense. Parce que, Et puis également avec les plasticiens, pour certains lambeaux, le lambeau chinois avec la microchirurgie, etc. Donc il y a quand même ça, c'est un ensemble. C'est pour les phalloplasties. Oui. Parce que les vraies vaginoplasties, quand c'est très bien fait, je veux dire, il y a un pseudo-clitoris, comment il réussit à faire des lèvres. Quand même. Moi, de temps en temps, je réinjecte la greffe dans les lèvres pour que ça plus lumineux. Ils font parfois des allongements pseudo-vaginal avec des transports coliques. Enfin, c'est une vraie chirurgie, hein. Mais celles qui sont très bien faites, il y a vraiment morphologiquement des résultats qui sont des résultats assez étonnants. Une question très courte, mais dans ce panel de pluridisciplinaire, après ce remarquable exposé, la place du sexologue, dans la mesure où il y a au moins un enseignement de sexologie qui est fait à Paris-Bobigny et qui perdure, pourquoi n'est pas cité le sexologue? Parce qu'il y a le psychiatre et effectivement le sexologue ne fait pas partie de l'équipe. Ça se passait à Cochin. La base était le crédit d'endocrinologie de Cochin de Luton. Et les réunions se faisaient à Cochin, chez Luton, avec Banzé, le psychiatre, etc. Et effectivement, il n'y avait pas de sexologue, il y avait l'endocrinologue qui était Luton qui gérait tout ça. Mais c'est vrai que c'est une lacune. Je travaille avec un endocrinologue qui s'occupe, qui prend en charge les transsexuels, et c'est vrai que ce qui est très frappant, c'est que ce sont des gens qui sont, d'abord, qui ont un parcours de soins qui se compte en années, le temps de faire toutes les démarches, l'autorisation, etc., qui sont manifestement des gens déterminés, surtout très sereins. On voit bien que ce sont des gens qui, c'est une démarche de leur vie. Et alors, je voudrais dire simplement que j'ai été administrateur d'une clinique où il y avait 200 équivalents temps plein. Et un jour, on nous a annoncé que Robert s'appelait Mireille. Et j'ai été frappé parce que cette personne assumait très bien et socialement était très bien intégrée. Et ça s'est très bien passé, en fait. Mais donc, c'est pas du tout l'idée qu'on peut se faire de l'extérieur. Ce sont des patients très déterminés qui sont prêts à... Non, il y a beaucoup d'obstacles. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a deux. Il y a le patient qui a été marié, qui a des enfants, qui à 40-50 ans, ça ne va plus du tout, et à ce moment-là, commence à changer de sexe, après avoir été père de famille, etc. Et puis, on a des patients qui ont des petits jeunes, comme ça, qui ont une vingtaine d'années, qui font des études. La dernière, elle veut être architecte, enfin, elle est complètement intégrée, qui commencent donc une transformation à l'âge d'une petite vingtaine d'années, alors c'est très bizarre, ils sont souvent accompagnés que de leur mère. Le père, ça va être tellement difficile, il n'est jamais là. Et les mères sont très 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 présentes. Elles suivent toutes les interventions, elles sont tout le temps. On a l'impression que leur fils devient une fille. Il y a un truc très imparti. Elle assiste à toutes les interventions. Souvent, ce sont elles qui payent les interventions parce que toutes les interventions de chirurgie faciale, elles payent. Elles payent normalement comme une intervention. Il n'y a que la vaginoplastie qu'elle ne fait pas à l'hôpital, tout le reste, elle le paye. Donc, il y a un investissement familial. C'est un contredit. C'est à titre culturel,
faut aller voir le film qui sort actuellement, Girls, qui a eu le prix Festival de Cannes. Et alors justement par rapport à la place du père, dans le film, c'est le père, c'est une famille, la gamine, elle est soutenue par le père, on ne voit pas la mère. Et curieusement, c'est un des aspects intéressants où c'est le père qui est d'accord et qui soutient cette gamine qui veut devenir danseuse étoile et qui va devenir et qui est un garçon en fait. Ouais. Mais il y a eu avant. Alors, objectivement, en termes de résultats, que ce soit pour les vaginoplasties, les résultats sont quand même de meilleure qualité dans les transformations hommes-femmes. Parce que les phalloplasties pour les femmes transformées en hommes, c'est quand même pas de très bonne qualité quand même. Enfin, je sais pas ce qu'on pense notre collègue urologue. Donc, moi-même, je ne suis pas du tout impliqué dans ce type de chirurgie, mais par une émission entre deux services universitaires, j'arrive à connaître. Le problème, c'est la continuité de l'appareil urinaire. C'est très difficile de refaire l'urètre. Non, il y a donc il peut y avoir des érections. On met une côte. On met une côte. Ou des implants. Maintenant, avec des implants, c'est un petit peu après. Mais qui fait que beaucoup de commandes de transsexuels, femmes vers hommes, ne se font pas de phalloplastie. Et bon, mettre des godes de ceinture, des choses comme ça, mais c'est pas que. Bravo Patrick, c'était impressionnant, je trouve, cette chirurgie. On ne va pas envisager les choses tristes, les risques, les complications. C'est une chirurgie épatante, vraiment très très étonnante. Il y a 40 ans, c'était pour les malformations, ces pauvres gamins qui laissaient mal fichus. Là, maintenant, le temps change, la société évolue, bravo. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça, parce que je pense qu'en fait, c'est toujours un biais de recrutement. Évidemment, moi j'en ai jamais... Si, j'en ai vu d'ailleurs, mais ils se concentrent. Hein. Mais ça, c'est vraiment une chirurgie magnifique. Les résultats sont extraordinaires. Néanmoins, il n'y a plus de blocage. Voilà, donc la société a évolué. Oui, et il n'y a pas de blocage de société. À Tarnier, à Cochin, il y a des infirmiers, une infirmière maintenant. Elle bosse avec tout le monde. Moi, j'ai quand même une patiente qui fait des jeux mondiales, une compagnie qui fait des jeux mondiales. Écoutez, je crois que toute bonne chose a une fin, mais je voudrais remercier particulièrement Patrick Louis d'avoir organisé cette séance et tous les orateurs. Je crois qu'on a été bluffés par tout ce que vous nous avez montré et c'est vraiment très très intéressant. Et je rappelle simplement que le vendredi 23 novembre, le vendredi 14 décembre, il y a des séances de recherche de l'Académie, qui ne sont pas des mercredis. Vous pouvez venir les jeunes la première fois pour la journée de recherche clinique, la deuxième fois pour le forum de recherche chirurgicale. Et donc, je vous incite tous à venir, parce que c'est toujours des journées extrêmement intéressantes. On apprend beaucoup de choses, même si quelquefois la science est un petit peu difficile à suivre. Donc, soyez là, c'est important.